Bien, dernier moment passé ensemble. J'espère qu'il suscitera autant de questions que ce qui s'est passé là chez Mola, par exemple, hors les murs, comme on dit. Il y a eu un échange passionnant, visiblement, par exemple, sur hommes-femmes uniques en leur genre. Voilà, peut-être que le sujet qui nous importe maintenant, qu'on va développer, va susciter autant de réactions épidermiques, c'est le cas de le dire, puisqu'il s'agit donc de l'identité à fleur de peau. Et j'appelle pour animer cette table ronde quelqu'un qui est journaliste, qui a été maître de conférences à Sciences Po et qui a surtout été longtemps président de Courrier International. Il est aussi éditeur. J'appelle à me rejoindre Philippe Thureau-Dangin. Il est déjà là en fait. Philippe, est-ce que vous pouvez venir vous installer par ici, s'il vous plaît? Merci, comme ça. Voilà, et c'est vous qui allez nous présenter vos invités pour cette table ronde. Comme tout à l'heure, des questions sont vraiment possibles, donc n'hésitez pas à les envoyer. Et puis on les prendra pour boucler et conclure ensemble. À tout de suite. Merci Camille de cette présentation. Donc nous avons la chance d'avoir trois invités expérimentés pour notre débat sur le corps, la peau. Là, nous avons eu une brillante démonstration de Gilles Boeuf sur les 4000 millions d'années. Là, nous allons nous recentrer un peu sur l'individu, sur les questions effectivement d'atteinte au corps, de vouloir bricoler son propre corps. Et donc, j'appelle tout de suite Thierry Le Breton. David Le Breton, excusez-moi. David Le Breton, qui est anthropologue. Thierry Le Breton. Thierry Le Breton. Voilà. David Le Breton, qui est anthropologue et sociologue, qui est venu à ce sujet du corps par le sport, notamment, que vous avez beaucoup pratiqué étant jeune. Un peu, les courses de demi-fond. Ah, voilà. Et qui donc a beaucoup travaillé sur les questions de conduite à risque, sur les questions effectivement dont nous allons débattre dans un instant, qui concernent effectivement la chirurgie plastique, le tatouage, les scarifications et tout ce que l'on peut imaginer de modification des corps. Et vous l'avez étudié en philosophe, en anthropologue. Alors j'appelle maintenant le docteur Thérèse Awada. Bonsoir docteur. Donc vous êtes Thérèse Awada, docteur donc en chirurgie plastique, qui veut dire à la fois la chirurgie esthétique et la chirurgie régénératrice. Et je crois que vous êtes déjà rencontré avec David donc à Strasbourg, puisque vous avez fait aussi un cursus sur l'éthique de ces pratiques donc, médicales. Et vous travaillez à Paris notamment, à la clinique du Louvre. Et vous allez pouvoir nous parler notamment de votre expérience au quotidien face à vos patients ou patientes. Vous allez nous dire quels sont leur âge, leurs demandes, leurs interrogations, peut-être leurs hésitations face à tout ce qui est possible aujourd'hui de faire avec la chirurgie. Et enfin, nous accueillons le régional de l'étape, Marc Large. Bravo. Marc, que vous connaissez certainement, puisqu'il a été dessinateur de presse et qu'il intervenait dans les tribunes. Il est aussi, comme dessinateur de presse, intervenu longtemps, je crois, à Sud-Ouest et dans beaucoup de journaux nationaux, comme Charlie Hebdo, comme Ciné Hebdo, etc. Enfin, je ne vais pas faire toute la carrière de Marc, mais il est aussi documentariste et romancier. Il y a un de son dernier roman qui est à la sortie sur la table de notre libraire favori et qui, suite à des circonstances qu'on ne donnera pas, est devenu tatoueur, je crois, pas très loin d'ici, à Orthez. Et donc, vous nous parlerez, Marc, aussi de ce choix et de cette nouvelle pratique. Bon, parce qu'on voit bien le rapport entre le dessin et le tatouage, mais c'est autre chose de travailler sur un papier ou sur une peau, j'imagine. Alors, j'ai donc une première question pour Thérèse Awada. Justement, c'est un peu ce que je vous ai demandé tout à l'heure, c'est-à-dire
au fond, quelles sont les interrogations que vous vous posez ou que vos patients ou patientes se posent quand ils viennent vous voir, en fait? Est-ce que leur demande est précise? Est-ce qu'il y a, ou au contraire, c'est juste une question finalement à la fois de malaise ou qui les pousse à venir, puisque finalement notre débat aujourd'hui porte sur le rapport au corps, et ce rapport au corps, comme on le sait, est parfois compliqué, parfois difficile, parfois malaiseux. Merci pour votre question. Alors, avant de vous dire ce que je fais avec mes patients, j'aimerais juste vous dire d'où je viens et quel est mon cursus pour pouvoir, avant d'en arriver à ce qui se passe au sein du cabinet médical. Donc, le chirurgien plasticien, donc il y a la chirurgie plastique, c'est le nom de notre spécialité, est divisé en deux branches, la chirurgie reconstructrice et la chirurgie esthétique. Donc, on est formé avec un long cursus de médecine générale avant de faire un cursus de chirurgie générale, et ensuite seulement on va s'attaquer au cursus de chirurgie plastique, où on va prendre en charge pendant de longues années toutes les interventions de reconstruction. Alors ça peut aller de reconstruction de la face, du sein, de la chirurgie de la main. On est des techniciens de surface, c'est-à-dire toute la chirurgie du corps externe va nous concerner, la peau, les muscles, les nerfs et les tendons. Et cette formation de reconstruction va nous donner une culture esthétique. Cette formation de reconstruction va nous donner des techniques, et les techniques qu'on utilise sont exactement les mêmes en chirurgie de reconstruction ou en chirurgie esthétique. Donc pour répondre à votre question, au sein de mon cabinet, il y a tout le monde. Il va y avoir des petits bébés qui viennent de naître et des petits patients âgés de plus de 90 ans. Il va y avoir des hommes, des femmes, il va y avoir tous les milieux sociaux confondus. Et c'est ça qui est très intéressant. Et toutes les demandes sont étonnamment singulières. C'est-à-dire qu'il va bien sûr y avoir des demandes récurrentes, des interventions récurrentes, mais chaque patient a une histoire et une demande unique qui nécessite d'être évaluée, interprétée, comprise aussi. Est-ce que la frontière est si nette que ça entre la reconstruction et ce qu'on appelle la chirurgie esthétique? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas une zone grise où on fait à la fois un peu des deux, où la demande n'est pas si précise que ça, si? Et en fait, cette limite est complètement arbitraire. Et on a en fait historiquement 100 ans de débat sur cette question. Et c'est très, très rigolo et très étonnant de voir les réponses qui y sont apportées au fil des siècles. Et par exemple, quand on lit les articles sur les gueules cassées à la sortie de la Seconde Guerre mondiale ou de la Première Guerre mondiale, on se demande si cette chirurgie esthétique est une chirurgie légitime. Alors qu'aujourd'hui, on ne se poserait pas du tout la question de la légitimité de ce type de reconstruction. Pareil pour les oreilles décollées, pareil pour les hypertrophies mammaires, qui sont aujourd'hui des chirurgies courantes de réparation et qui ont très longtemps été considérées comme purement esthétiques. Donc la limite est toujours floue. Elle dépend de notre contexte social, de notre façon de comprendre, de vivre notre corps, et c'est vraiment très contextuel. Et comme les techniques sont les mêmes, ça reste arbitraire de savoir où placer le curseur. Et donc les patients qui viennent vous voir, que ce soit jeunes ou moins jeunes, hommes ou femmes, savent exactement ce qu'ils veulent, ou Ils ont des demandes précises. Ils savent ce qui les gêne dans leur corps. Par contre, ils ne savent pas forcément quelle est la technique qui est appropriée. C'est là mon travail, c'est de faire un travail de tri parmi toutes les techniques qu'on propose, savoir celles qui sont scientifiquement éprouvées, celles qui sont sécurisées pour le patient, celles qui peuvent réellement répondre à sa demande et non pas vendre un rêve, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qui est techniquement possible. Donc, bien sûr que la demande est souvent bien exprimée. Après, savoir quelle est la réponse à apporter, c'est tout l'enjeu de ce que je fais. Et donc, vous refusez de temps en temps, finalement, d'opérer, Bien sûr. Ouais. Et je pense que c'est très important de refuser. Et je pense que c'est là qu'on peut placer un curseur entre ceux qui disent oui à tout et ceux qui savent dire non. Parce que
parce qu'on fait un diagnostic, parce qu'on anticipe certains risques. Et c'est notre rôle aussi de pouvoir dire non. Alors, Marc Large, dans le tatouage, on refuse rarement, j'imagine. Les clients sont rois, puisque ce ne sont pas des patients, ce sont plutôt des clients. Et quel est votre sentiment, justement? Alors, d'abord, pourquoi vous êtes venu à ça? Et ensuite, est-ce que cette demande est toujours aussi claire, ou est-ce qu'il y a pas mal d'ambiguïté, pas mal de malaise derrière qui s'exprime? Alors, par rapport au premier point que vous avez souligné, il m'arrive de refuser des tatouages. Bon, déjà, idéologiquement, hein, si on me demande une croix gammée, je vais pas la faire. Il m'arrive aussi personnellement de refuser d'opérer certains tatouages, par exemple sur le visage. C'est pas dans mon registre. Et après, il y a un questionnaire de santé aussi, hein, et il faut savoir si la personne a des allergies. Et puis sur des parties intimes ou comme ça. Enfin, c'est pas mon créneau. Donc, il y a effectivement des refus. Après, comment j'en suis arrivé au tatouage, c'est pour moi dans le prolongement du dessin. Et j'ai toujours exploré dans les différentes facettes du dessin. Autant le dessin d'humour, comme vous disiez, le dessin de presse, sur l'actualité, sur les faits de société, donc avec ce qu'on appelle un trait gros nez, pour parler vulgairement, dans le style belge, français, franco-belge. Et par ailleurs, j'ai toujours fait aussi des aquarelles, du dessin réaliste, et de la peinture, enfin tout ce qui est graphisme, dessiné sur un iPad aussi, ça me plaît. Et il me manquait le tatouage. Enfin, ça faisait très longtemps que j'y songeais. Et après, comme vous disiez, j'ai vécu un incident, un licenciement d'un journal qui occupait tout mon temps. Et du coup, je me suis dit, bon, mais c'est l'occasion de me lancer. Donc, j'ai été dans une école de tatouage à Toulouse, où on a appris la pratique très précisément, toutes les machines, la signification aussi des tatouages, hein, toute l'histoire du tatouage, les différentes notions que ça a dans différents peuples, ou à travers les âges. Et voilà, je me suis installé donc à Orthez, comme vous le disiez. Oui, alors justement, du point de vue historique, on a l'impression quand même que le tatouage est à la mode depuis une vingtaine d'années à peu près. Et aujourd'hui, les gens qui viennent vers vous sont principalement des jeunes ou des moins jeunes? Est-ce qu'il y a un peu de tout? Ça a tardé dans le monde occidental, quoique on se rend compte de plus en plus qu'il est probable que ça se pratiquait depuis la préhistoire, en particulier avec la découverte d'un homme de l'âge de bronze, la momie qui a été retrouvée dans les Alpes italiennes, Otzi, qui portait 60 tatouages sur lui. Donc ça s'est longtemps pratiqué. Après, ça a disparu, probablement à cause de la religion, puisque le tatouage est interdit par les 3 grandes religions, l'Église, les musulmans et les juifs. Donc ça a tardé certainement à cause de ça. Et puis maintenant, ça s'est vraiment, vraiment popularisé, démocratisé. Et j'ai des gens qui viennent me voir, des clients de tout milieu social, de toute confession, c'est très très varié. Et au niveau des âges aussi, j'ai tatoué des personnes de 70 ans, comme des jeunes de 17, 18 ans. Alors, pour un jeune mineur, il faut l'accord parental. C'est un code, je ne sais pas si c'est une obligation, mais en tout cas, c'est un code qu'on pratique dans le tatouage. Et voilà, donc de 17 à 77 ans, on va dire. Alors, on disait que c'était... Enfin, Marc, à l'instant, disait qu'effectivement, il y avait ce retour à cette volonté disons, de jouer avec son corps. Alors,
David, vous avez donc beaucoup écrit sur à la fois les conduites à risque, mais aussi sur le tatouage et sur un certain nombre de phénomènes. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu justement ce contexte qui explique cet engouement, peut-être pour la chirurgie esthétique, aussi pour le tatouage et pour ces pratiques? Alors, pour prolonger le propos de Marc, je dirais quand même que le tatouage, sans doute, est inhérent à la condition humaine. Hein. Il y a toujours une volonté de transformer quelque chose du milieu, de transformer quelque chose de son corps. Donc voilà, sans doute que bien avant cette momie retrouvée, il y a eu aussi d'autres formes de marquage du corps, provisoire ou durable. Ça, on ne sait pas. Et puis par ailleurs, dans d'innombrables sociétés humaines, depuis sans doute aussi des dizaines de milliers d'années, le tatouage est permanent. Il ne s'est jamais arrêté. Il n'a pas été contré, évidemment, par les monothéismes, parce que c'était des populations qui n'avaient aucun contact avec le monothéisme et pour lesquelles donc, le tatouage a une signification éminente, une signification religieuse, une signification cosmique, une signification aussi d'appartenance, parce que dans les sociétés traditionnelles, les marques corporelles disent que vous êtes le membre d'une communauté, d'un nous autres en quelque sorte, et avec donc plein de résonances du graphisme au regard du cosmos, etc. Alors que dans nos sociétés occidentales, le tatouage est plutôt une forme d'individualisation, hein, une manière, comme je l'ai souvent entendu, de s'approprier son corps, etc. Quoique de manière relative, parce que évidemment, comme il y a un marché quand même du tatouage, évidemment, des millions de gens se retrouvent absolument avec le même tatouage. Tatouages maoris, par exemple, qui sont décontextualisés, déculturés, transformés en pure source d'esthétisme, alors qu'ils ont une dimension éthique, une dimension morale, une dimension religieuse dans la société. Mais vous voyez, ils se diffusent dans le monde entier, dans l'ignorance des motifs. Donc il y a quelque chose d'un peu ambigu en ce sens dans le tatouage, c'est que c'est en effet les personnes qui vous disent « je me singularise avec mon tatouage », si elles n'ont pas dessiné leur tatouage, elle puise forcément dans un immense réservoir. Voilà. Et alors pour revenir à votre question, Philippe, il se joue au début des années 90 quelque chose d'essentiel dans nos sociétés, c'est l'individualisation du lien social. C'est-à-dire on passe des cultures de classe, des cultures régionales, etc. On passe d'un nous autres très relatif de nos sociétés occidentales. C'était déjà des sociétés individualistes, évidemment. Les années 90 n'ont pas inventé l'individualisme, mais il y a un resserrement sur soi avec l'effondrement donc, de ces cultures de classe et autres. C'est l'émergence d'une forme d'individualisme qui va... et dans l'individualisme, donc, on devient le maître d'œuvre des significations et des valeurs avec lesquelles on vit. Mais on devient aussi seul parmi les autres. Et c'est à ce moment-là que le corps un marché formidable du corps va se déployer, parce que le corps, finalement, c'est l'autre le plus proche. C'est aussi votre corps qui vous donne un ancrage, je joue presque avec les mots, évidemment, qui vous donne un enracinement, en tous les cas, un ancrage social. Donc, ce surinvestissement sur le corps était une manière de contrer ce sentiment que les significations se multiplient, qu'on ne sait plus très bien sur quel pied danser, etc. Et à ce moment-là, on assiste à un changement radical de valeur de tout un tas de pratiques. Le tatouage, qui était auparavant plutôt masculin, macho, populaire, également dissident, il y a une dimension forte de dissidence dans le tatouage, tout d'un coup, à partir de la fin des années 80, début des années 90, devient plutôt un phénomène d'esthétisation de son corps. Et puis avec une valorisation sociale qui avait commencé déjà aux États-Unis dans les années 70-80 en gros, mais qui gagne soudain la vieille Europe. Donc transformation radicale du statut du tatouage qui devient valorisé, de la chirurgie esthétique aussi. Je me souviens quand j'étais étudiant, j'étais abonné à l'époque au Nouvel Observateur et je me rappelle de l'article d'une journaliste qui dénonçait la chirurgie esthétique, hein, évidemment pas la chirurgie réparatrice, mais qui pointait cette chirurgie comme touchant des femmes complexées, je me rappelle du mot qui revenait, et puis les chirurgiens esthétiques étaient à l'époque taxés d'hypocrites, en fait de gens qui manipulaient un peu une clientèle un peu fragile, qui était prête à tout. Voilà. Alors là, début des années 90, ou courant des années 80, changement radical de la chirurgie esthétique qui devient finalement une chirurgie parmi d'autres, un recours parmi d'autres, de ce souci de transformer son corps pour le rendre davantage en harmonie avec l'image qu'on a de soi, le désir qu'on a de soi. Et puis en même temps, c'est l'émergence du culturisme, qui change aussi de statut. On se souvient du dessin d'Henri Serre qui est fameux, où on voit un type qui soulève des haltères et on voit que tout son cerveau est
et dans son bras. Donc effectivement, dans les années encore 70-80, on se moque des gros bras, entre guillemets, mais tout d'un coup, à partir des années 90, pas du tout. C'est l'une des manières valorisées de changer son corps. Les régimes alimentaires font leur apparition soudaine, plus du tout dans un contexte médical, mais plutôt dans un contexte donc de transformation aussi de son corps, dans une quête de minceur. Ça touche fondamentalement les femmes, évidemment, pratiquement jamais les hommes. Et puis c'est l'industrie des cosmétiques, etc., qui s'envole, les body shops, entre guillemets. Voilà. Le corps devient un autre soi-même qu'on peut manipuler pour trouver un meilleur ancrage à l'intérieur du lien social. Et aujourd'hui, évidemment, le tatouage est popularisé dans le monde entier, il est mondialisé aussi, la chirurgie esthétique également, même des pays du Maghreb qui devraient être assez hostiles à ce genre de chirurgie au regard des monothéismes, sont des hauts lieux de la clinique à cet égard. Et puis voilà. Mais tout se joue à partir, pour moi, des années 90. Voilà. Le corps devient une matière première, en quelque sorte, une proposition. Auparavant, on peut dire le corps était le lieu inflexible de notre identité. Il était intouchable. Soudain, à partir des années 90, il y a le mot d'ordre, il faut changer son corps, on peut changer son corps, etc. Voilà, le corps devient un objet. Est-ce qu'on doit lier ça au retrait du politique, du social et du politique, et à la fin ce qu'on appelait la fin des grands récits. Voilà. Oui, non, vous avez raison. C'est la multiplication des petits récits, entre guillemets, qui sont flagrants dans le tatouage notamment, parce que quand on interroge les personnes tatouées sur la signification de leur tatouage, ce sont souvent des personnes intarissables. C'est l'émergence, effectivement, d'une histoire, d'une narration de soi qui permet de donner une signification, une valeur à sa vie, et puis également de transmettre aux autres quelque chose. Marc, les gens qui veulent se faire tatouer ont une histoire à raconter. Ils arrivent chez vous avec des idées assez précises, ou ils font confiance à l'artiste. Oui, alors par rapport à ce que vous disiez, effectivement, il y a des catalogues de tatouages. Moi, je ne suis pas adepte de ce principe-là. Il me semble que quand on souhaite un tatouage, il faut qu'il soit unique. Déjà, en plus, il y a une dimension de plagiat si on reprend un modèle existant. Et c'est la résultante de beaucoup de discussions avec le client. Et parmi les moments que j'ai trouvés émouvants, récemment, j'ai eu un client qui avait survécu brillamment à un cancer du cerveau. Et donc, il avait une très grande cicatrice derrière la tête. Et au lieu de la masquer, au lieu de faire peut-être une chirurgie réparatrice ou un tatouage par-dessus, il a voulu la souligner avec un symbole, le symbole de la bonne étoile. Donc comme c'est un pêcheur, il m'a demandé un pêcheur sur une lune, et la ligne de la canne à pêche suit sa cicatrice jusqu'à une petite étoile qu'il veut remercier symboliquement, quoi. Donc ça, ce sont des moments assez intéressants, assez troublants sur la signification que peut avoir le tatouage chez un client. J'ai eu aussi un jeune homme qui adolescent, s'était fait beaucoup de scarifications sur les bras, et après, en ayant évolué psychologiquement vers un meilleur état d'esprit, il en avait honte. C'était un complexe. Il ne portait que des manches longues. Et il m'a demandé un tatouage qui recouvrait ces cicatrices-là. On ne les voit plus après, on les devine à peine. Et ça lui a changé la vie. Après, il était heureux d'exhiber ses bras, quoi. Il y a cette dimension-là. Il y a la dimension de deuil aussi, très souvent. Quelqu'un qui a perdu un être cher me demande un symbole lié à cette personne-là. Et c'est un métier où on discute énormément avec la personne en amont. On réfléchit bien ensemble. Je fais des propositions, plusieurs dessins, plusieurs graphismes. Et après, pendant la pratique du tatouage, puisque parfois ça peut durer, enfin, il m'est arrivé de tatouer 6-7 heures d'affilée sur des grandes pièces. Et là, la personne se livre, hein. Il y a une dimension comme si elle était chez un psy. Elle est allongée, elle raconte son histoire. Et très souvent, le tatouage est lié à l'histoire de la personne, hein, très très souvent. Après, le tatouage ornemental et tout ça,
comme vous disiez, le tatouage maori, enfin tribal, ce qu'on disait, le tatouage tribal dans les années 90, ben, la plupart des gens le regrettent, ce tatouage-là. Preuve qu'il n'était pas vraiment une volonté d'identité propre, quoi. Et d'ailleurs, les Maoris, les Tahitiens, les Polynésiens n'aiment pas du tout voir un Européen avec leur tatouage, leur signification à eux, quoi. Et c'est passé de mode, effectivement. Donc là, on me demande par contre des covers, ce qu'on appelle des covers, c'est-à-dire des recouvrages, et non des recouvrements, ça c'est autre chose. Donc je recouvre un vieux tatouage, soit parce qu'il a mal vieilli, soit parce qu'il était loupé, soit bancal, ou soit parce qu'il n'est plus assumé. C'est un sujet aujourd'hui. D'ailleurs, la corrida, j'ai eu un client qui avait une corrida sur l'épaule et il en était repenti. Il n'aime plus du tout la corrida. Et il m'a demandé par-dessus un navire. Donc là, c'est beaucoup de travail en amont et on a réussi à faire tout autre chose, quoi. Donc voilà, il y a plein de dimensions très psychologiques, en fait. Même chose, j'imagine, dans la chirurgie esthétique, la psychologie, le côté... les gens se livrent un peu avant de... Enfin, en faisant leur demande déjà, non ? Oui, bien sûr, toute demande est inscrite dans une histoire, évidemment, et parfois dans une blessure aussi. Alors, des histoires à raconter. Moi, j'ai en tête l'histoire de cette... Pour essayer d'illustrer un peu l'ambivalence des choses. Et puis après, j'aimerais répondre à David sur un ou deux points. Une jeune femme à ma consultation qui vient pour des brûlures au niveau du corps qui datent de longtemps, de l'enfance, avec une brûlure très importante au niveau de l'épaule, très déformée, et une brûlure au niveau du ventre. Et elle me montre sa brûlure au niveau du ventre, dont la cicatrice était presque effacée, la peau très lisse, très souple, quasi invisible, sauf avec un œil très avisé. Et je lui dis, et elle me montre son épaule, et je lui dis, bon, pour l'épaule, on va pouvoir peut-être faire une plastie, peut-être faire une greffe, etc. Elle me dit, l'épaule ? Ah non, elle ne me gêne pas du tout. Moi, ce que je veux, c'est qu'on corrige le ventre. Et sur le ventre, il n'y avait pas d'imperfection, il n'y avait rien à corriger, en tout cas chirurgicalement. Donc l'image du corps et ce qu'on a envie de réparer, il est très personnel et il est incompréhensible d'autrui. Et il y avait un chirurgien dans les années 30, j'aime beaucoup les années 30, qui disait que ceux qui n'ont pas besoin de la chirurgie esthétique ne la critiquent pas, parce que la demande est forcément subjective. Et cette demande ne peut pas être critiquée. Par contre, ce qu'on peut critiquer, c'est les réponses qu'on y apporte. Et comment on va les apporter et de quelle manière. Si on s'inscrit effectivement dans une chirurgie marchande, à la demande, vous signez un consentement, un contrat, c'est un contrat entre nous, je vous mets des pics sur la tête si vous le souhaitez, je me délie de ma responsabilité, les risques sont de votre côté, pas du mien. Ça, c'est une façon de vivre la chirurgie qui est plutôt anglo-saxonne, puisqu'ils considèrent que le corps est leur possession et qu'on peut contractualiser tout ce qui a trait au corps. Nous, on a une vision plus européenne, judéo-chrétienne, héritée aussi des philosophes grecs, où on est son corps, plutôt on est sujet de son corps. Donc on va vivre les choses complètement différemment. Voilà, dans une singularité en tout cas. Vous vouliez répondre aussi à David sur un ou deux points. Oui, le fait que dans les années 80 ou 90, la chirurgie esthétique a été très critiquée. En fait, c'est inhérent à l'histoire tout entière de la chirurgie esthétique d'être à la fois adulée et critiquée. Et en fonction des époques, toujours, on va avoir l'émergence de cette ambivalence permanente. Et par exemple, quand les techniques de chirurgie esthétique sont revenues au goût du jour dans les années 30, elles étaient extrêmement valorisées par le public, extrêmement appréciées, et notamment pour une raison assez surprenante, c'est qu'on voyait dans la chirurgie esthétique un outil de moralité. Et notamment, il y a une pièce de théâtre que j'aime bien, qui date de 1932, qui est la première pièce de théâtre connue sur le sujet de la chirurgie esthétique, où c'est une femme qui cambriole un appartement. Et en cambriolant l'appartement, elle se blesse, elle tombe et elle se casse la jambe. Et il se trouve que c'est l'appartement d'un chirurgien esthétique parisien.
Et il se trouve aussi que cette cambrioleuse est décrite comme une femme très laide, voilà, qui commet quelque chose d'horrible d'ailleurs, puisqu'elle cambriole un appartement dans la nuit. Et le chirurgien tombe sur elle au petit matin, il la voit et, pris d'un grand humanisme, il soigne sa jambe. Et comme il est chirurgien esthétique, il commence à l'opérer pour l'embellir. Et au fur et à mesure de la pièce de théâtre, plus elle s'embellit, plus elle devient vertueuse et elle renonce complètement à voler et elle reprend une nouvelle direction dans sa vie. Et donc ça, c'était vraiment l'esprit des années 30, comme quoi, en rendant beau, on allait rendre en même temps vertueux. Et il y a un événement qui a médiatiquement complètement balayé cette idée-là, c'est qu'aux États-Unis, à peu près dans les années 30 aussi, il y a un chirurgien esthétique qui s'est mis à opérer des criminels et des gens de la mafia. Dans sa petite clinique privée, les garder hospitalisés 3 semaines, 1 mois, le temps qu'ils changent de visage, et à la sortie, ils étaient méconnaissables. Et tout d'un coup, l'opinion publique a compris que la chirurgie esthétique était très dangereuse parce qu'elle permettait de cacher l'identité des individus criminels, et donc qu'elle représentait alors une menace sociale. Et au cours du temps, on a toujours eu en fait cette ambivalence, ces deux visages de la chirurgie esthétique, puisque c'est la chirurgie des contours, c'est la chirurgie de l'apparence et c'est la chirurgie de l'identité, forcément. Voilà, il y avait ce point-là. Et aussi le fait que l'émergence actuelle de cette technique, elle est un peu technique quand même. C'est-à-dire que la première intervention de chirurgie esthétique que j'ai moi retrouvée date du début du 19e siècle. Quand je parle d'esthétique pure, comme on la conçoit aujourd'hui, il y a, de toute façon, au début du 19e siècle, on avait fait un inventaire de toutes les techniques de chirurgie plastique et esthétique, et on en comptait entre 900 avant Jésus-Christ et 1850 et quelques, 2600 au moins procédures décrites et publiées dans des ouvrages. Donc c'était déjà énorme. Et la première qui m'a semblé être proche de ce qu'on connaît aujourd'hui, c'était au tout début du 19e siècle, une princesse européenne, je ne sais plus de quel pays, qui avait un petit nez retroussé et qui n'aimait pas son petit nez retroussé, qui allait voir un chirurgien pour avoir un nez un peu à la grecque, un peu plus droit. Et comme c'était une princesse, elle a eu l'idée, pour retrousser son nez, qu'on lui insère une petite plaque d'or au niveau du nez. Et donc, évidemment, ça n'avait jamais été fait. Donc, qu'est-ce qu'on faisait à cette époque quand ça n'avait jamais été fait ? On expérimentait sur quelqu'un. Donc, on allait dans une prison, dans un orphelinat ou dans un hospice. On demandait à un volontaire à qui on promettait de garder la petite plaque en or et d'avoir la vie sauve et une petite rente, en échange de savoir si on pouvait faire cette intervention. On a trouvé quelqu'un, on fait l'intervention et à la grande surprise du chirurgien, l'intervention a réussi. Parce qu'il faut savoir que l'or est biocompatible, donc pas d'infection. Et effectivement, il a réussi à changer la morphologie. Mais la suite de l'histoire, c'est que la princesse a assisté à l'intervention, qu'à l'époque, il n'y a pas d'anesthésie. On est attaché sur une chaise et on ouvre, c'est de la vivisection. Donc à la suite de ça, elle s'est désistée tout simplement. Elle n'a pas du tout voulu passer le cap de ça. Elle a gardé son nez. Elle a gardé son nez. Et c'est vraiment l'avènement de l'anesthésie, de l'antiseptie, des antibiotiques, des nouvelles techniques chirurgicales, de l'instrumentation, de l'éclairage, qui ont permis des avancées techniques très importantes. C'est la fin du 19e, non, début du 20e. L'anesthésie, c'est dans les années 1850. Pareil, en même temps que l'asepsie. L'instrumentation, c'est à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, tout ça. Et premier lifting, 1901, donc ça correspond à peu près à ce qu'on a. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable, c'est-à-dire que, David, vous avez parlé effectivement de ces années 90 qui sont pour vous charnières, mais est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que à la fois la chirurgie esthétique, le tatouage et un certain nombre d'autres choses ne sont pas uniquement une volonté d'individualisme, d'individualisation, mais qu'il y a aussi une mode quand même. Donc c'est un peu paradoxal finalement, parce qu'il y a les deux mouvements en même temps. C'est-à-dire il y a un côté, oui, c'est-à-dire que, on imagine, ma meilleure amie, je sais pas quoi, s'est fait refaire le nez, j'ai envie de faire la même chose, etc., etc. Non, il y a quand même
Non, ça n'existe pas, ce genre de... Oui, mais parce que l'individualisme, c'est pas l'isolement des acteurs. Nul n'est un atome. On est à la fois ensemble et puis en même temps, c'est un statut, c'est comment dire, une définition sociale qui fait que c'est l'individu lui-même qui devient le maître d'œuvre de ses significations, de ses valeurs, et non plus, par exemple, une culture de classe, une culture régionale ou même de genre qui lui soufflerait la manière dont il doit vivre. Donc on est toujours les uns et les autres dans cette dialectique entre soi et l'autre. Il n'y a pas de soi sans l'autre d'une manière ou d'une autre. Et pour emboîter le pas à vous deux, moi aussi, finalement, j'aimerais raconter une histoire qui m'est revenue en écoutant notamment Marc tout à l'heure, parce que j'ai beaucoup travaillé sur le tatouage, évidemment. Mais dans les années 90, on m'avait dit, David, toi qui as tellement travaillé sur le corps, tu devrais travailler sur le tatouage. Et à l'époque, je me rappelle, j'avais répondu non, parce que c'est tellement compliqué. Il faudrait faire une anthropologie tellement vaste sur les innombrables significations du tatouage, des graphismes, etc., d'une société humaine à une autre, dans l'histoire et dans l'espace à travers l'ethnologie. Ça me paraissait invraisemblable. Et puis on était simplement à l'amorce du tatouage, enfin de cette popularisation du tatouage. Et à ce moment-là, comme je travaille beaucoup aussi sur les conduites à risque des jeunes, les souffrances adolescentes, je me suis rendu compte avec pas mal de jeunes que beaucoup d'entre eux finalement trouvaient du sens dans leur tatouage et arrêtaient leur fuite en avant dans leur détresse, dans leur conduite à risque. Ils trouvaient dans le tatouage ou dans le piercing à l'époque des formes donc de prévention, de remise au monde. Mais il faut dire aussi que quand on veut changer son corps, on veut changer sa vie. Et il y a forcément une très grande efficacité que dit très bien la langue française quand on dit changer de peau, faire peau neuve, etc. Donc c'était des adolescents finalement qui rectifiaient aussi une image du corps malencontreuse et qui finalement se trouvaient très très bien dans leur peau. Donc à ce moment-là, j'ai eu le désir de faire plutôt une anthropologie des mondes contemporains sur le tatouage dans nos sociétés. J'ai commencé pendant des années et des années, j'ai fait une grosse enquête avec les étudiants de sociologie qui étaient volontaires, mais ça faisait partie de leur formation. On a fait des centaines et des centaines et des centaines d'entretiens. Et un jour, à la fin d'une année, pour remercier les étudiants, pour remercier aussi un tatoueur avec qui on avait beaucoup travaillé à Strasbourg, je l'ai invité pour qu'il nous parle de son métier, etc. Et c'était quasiment une star aux yeux de nos étudiants. Donc il fait son exposé, il crée une ambiance extrêmement attentive, chaleureuse. J'ai souvent dit que si j'avais fait venir Lévi-Strauss, je n'aurais jamais eu une telle attention, une telle admiration de la part de nos étudiants. Et donc, à la fin de son exposé, il demande aux étudiants si certains ont des questions à poser. Et voilà une étudiante que j'avais en maîtrise à l'époque, comme on l'appelait, qui lève la main. On la sent très intimidée, très au bord des larmes. Et elle commence à nous dire, moi, je voudrais raconter mon expérience. J'ai voulu longtemps me faire tatouer. Et puis j'ai repoussé cette idée pendant longtemps. Et un soir, en sortant d'une fête techno, je vois un camion avec un tatoueur qui propose ses services. Et je me suis dit, c'est le moment, il faut que j'y aille. Voilà. Donc je passe sur les questions d'asepsie et autres qui ne nous intéressent pas du tout là en l'occurrence. Mais je reviens dans la salle de cours, l'étudiante éclate en sanglots, ce qui est rare dans nos sociétés. On a l'habitude de se contrôler, surtout entre étudiants, parce que la réputation peut être négative. Et entre deux sanglots, elle nous dit, quand je suis sortie avec mon tatouage, pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression d'être complète. C'est absolument extraordinaire comme image. Colmater donc les brèches intérieures pour accéder enfin à soi, trouver sa place dans le monde, mais à travers évidemment une rectification de son corps. Ce qui montre la puissance anthropologique que peut avoir le tatouage quand il est choisi de manière très forte aussi, pas forcément dans un suivisme, dans un consumérisme qui quand même est très présent. On va voir, après la Coupe du Monde, on verra des dizaines de millions de jeunes qui vont se tatouer les motifs de tels footballeurs argentins ou brésiliens ou français ou autres. C'est l'une des grandes matrices, le sport et l'une des grandes matrices de la diffusion du tatouage à travers le monde. Vous faites des ballons de football et des Non. Lionel Messi. Non, on me demande souvent des références musicales, très souvent, plutôt musicales. Oui. Mais non, pas trop de sportifs.
Si, il m'arrive... là, j'ai eu récemment aussi un père et son fils qui sont venus... alors, le père avait peut-être dans les 70 ans, et son fils mon âge. Et ils voulaient un tatouage en commun, un bracelet, mais avec une symbolique forte pour eux. Ce sont deux amoureux du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et de la moto. Donc deux registres très différents. Le fils plus moto que le père et inversement. Et donc il y avait un marcheur et un paysage avec des pins. Ils sont amoureux des Landes. Et donc la composition, les deux compositions se ressemblaient énormément. J'ai calqué le même modèle. Et sauf que donc le fils avait le motard devant, sur l'extérieur du bras. Et le père inversement, quoi. Ils avaient inversé le... Voilà. Oui, donc il y a quelques références au sport. Il y a beaucoup de références à des animaux, comme si c'était un animal totémique chez une personne. L'ours, souvent. Pour les femmes, c'est les papillons, les compositions florales. Donc c'est genré quand même. Hein. Oui, c'est assez genré, ouais. La plume, c'est souvent une symbolique qui est demandée. Après, je mets en garde aussi les clients contre les effets de mode, parce que plus on voit des tatouages très très répandus, comme le signe de l'infini et tout ça, je les déconseille de faire quelque chose de trop vu, quoi. Puis, il faut vraiment que ça ait une signification personnelle, à mon sens, quoi. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que finalement, que ce soit la chirurgie esthétique ou le tatouage, est-ce que ce sont finalement des substituts aux conduites à risque? Est-ce que c'est pas un petit peu la même chose, sans risque finalement? Est-ce que c'est ou avec un risque très limité? Donc Non, parce que dans ce cas-là, il faut plutôt parler des attaques au corps, des scarifications, qui sont nées d'ailleurs quasiment au même moment que le tatouage se popularisait. C'est-à-dire les uns surinvestissaient leur corps, et sans doute c'était aussi d'ailleurs des hommes ou des femmes bien dans leur peau et qui voulaient l'être encore davantage, même si ce qui ne contredit pas ce que je disais tout à l'heure, hein, que pour moi beaucoup de jeunes trouvaient quand même des solutions à leur mal de vivre à travers leur tatouage. Et puis donc de l'autre côté, du côté des attaques au corps, des scarifications, on est quand même dans une immense souffrance personnelle. Il s'agit de se faire mal pour avoir moins mal, se faire mal son corps entre guillemets pour avoir moins mal dans sa vie, faire sortir le pus, la saleté, etc. que le jeune a l'impression d'avoir en soi. J'aime bien opposer d'ailleurs tatouage et scarification en disant que le tatouage c'est une signature de soi. Je signe mon corps, il m'appartient, et c'est une problématique souvent d'ailleurs très adolescente, de se détacher du corps des parents. Et du côté des attaques au corps, on est plutôt dans une volonté de s'arracher une peau qui colle à la peau d'une identité absolument intolérable. Donc d'un côté la signature, de l'autre côté la bifure. Je ne supporte pas d'être la personne que je suis. Et la peau symbolisant finalement notre identité, c'est vraiment le lieu le plus profond. Valérie l'a dit une fois pour toutes, le plus profond c'est la peau, notre peau c'est notre identité. C'est Paul Valéry. Non, c'est Paul Valéry. C'est une phrase fameuse de Paul Valéry dans l'idée fixe. Oui. Vous vouliez réagir, Thérèse? Je suis restée sur Paul Valéry. Non, je revenais sur vous me disiez qu'est-ce que mon métier, qu'est-ce que je vois et en fait quel est mon rôle. Et en écoutant David, j'avais une histoire qui me revenait aussi, avec une espèce de paradoxe comme ça où on est dans l'individualité effectivement et en même temps il y a autre chose qui se joue, qui est difficile à définir. Et je repense à cette jeune femme qui, une fois, est venue me voir en consultation alors, c'est pas de la chirurgie, ça c'est un autre débat, mais c'est quand même dans les transformations corporelles. C'était pour des injections, pour augmenter ses pommettes. Très jolie jeune fille, 20-22 ans. Et je lui dis, mais vous avez des très jolies pommettes, ça serait dommage de faire davantage. Et là, pareil, elle fond en larmes. Et elle me dit, mais oui, mais il faut absolument que vous m'injectiez les pommettes. Je lui dis, mais pourquoi? Elle me dit, mais regardez ma bouche. On m'a injecté la bouche il y a un mois, et regardez, elle est trop grosse. Je suis défigurée avec cette bouche. Et effectivement, elle avait une bouche un peu trop volumineuse. Et elle me dit, donc si vous m'injectez les pommettes, on verra moins ma bouche.
Et on commence à rentrer dans un cercle vicieux. Et le fait que je lui dise non l'a fait fondre en larmes. Et elle m'a dit une phrase que j'oublierai jamais. Elle me dit je vous remercie parce qu'il y a un moment où on ne se voit plus. Et finalement, vous n'avez rien fait ou vous avez, non, j'ai rien fait. Vous avez enlevé un peu de la bouche ou non, c'est résorbable. Il faut éviter d'agir trop parce que ça abîme les tissus aussi. Il y a cette altération aussi des procédures qu'il faut prévoir quelques coups à l'avance. Donc il suffit d'attendre. Mais on ne se voit plus, ça m'avait vraiment... Vous avez été le miroir finalement qui lui manque. Elle me convoquait en miroir. Et il y a certains patients qui convoquent en miroir, qui ont juste besoin d'être rassurés et savoir que leur apparence est normale. Alors on peut discuter de la normalité, mais c'est important aussi de dire à quelqu'un non, mais c'est très bien, vous êtes très bien. Parce que là, votre histoire est intéressante parce qu'elle touche aussi à une question qui est que on voit quand même sur certaines personnes connues des transformations un peu trop, peut-être, enfin, c'est un jugement de valeur que je porte, mais un peu trop évidente ou un peu trop forte. Et il y a une mise en cause finalement du chirurgien ou de la chirurgie esthétique en général, quand on voit effectivement les effets que ça peut avoir sur une personne, homme ou femme d'ailleurs. Oui, alors on m'a dit que j'avais le droit de faire passer un message. Il y a un message que je voudrais faire passer. Quand on voit des femmes avec des grosses pommettes ou des grosses lèvres, c'est pas de la chirurgie, c'est de la médecine esthétique. Le chirurgien peut faire de la médecine esthétique, mais souvent on a une connaissance anatomique assez forte. Mais les procédures chirurgicales, leur but c'est d'être paradoxalement invisibles. C'est-à-dire que si vous voyez quelque chose, c'est parce que c'est raté, en quelque sorte. Voilà. Ça arrive, non ? C'est bien sûr. Enfin, de mon point de vue, peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, en France, souvent, on aime la dissimulation. Et il n'y a rien comme plus beau compliment pour un chirurgien que « Ah, docteur, on m'a dit que j'avais bonne mine, que j'étais reposée, mais qu'est-ce que tu as fait ?» Il y a quelque chose qui change, mais en même temps, on se rapproche d'un état de santé, en quelque sorte, ou on renvoie un bien-être, mais on ne voit pas la procédure qui a été faite. Souvent, les procédures chirurgicales sont moins marquantes. On n'est plus dans les liftings des années 80, pour le coup, où on avait le surgical look. Ça, c'est complètement terminé. Aujourd'hui, si on fait un lifting, personne ne sait que vous avez eu un lifting. Enfin, on peut citer, je ne sais pas, 2 frères qui sont morts récemment, paix à leur âme. Mais c'est pas de la chirurgie. C'est pas de la chirurgie. Ce que je vous dis, c'est des injections, c'est des peut-être. Enfin, j'ai pas leur dossier médical sous les yeux, mais c'est probablement pas des procédures chirurgicales. Parce que vous avez écrit un papier très intéressant dans Futurible il y a 2 ou 3 ans, non, je pense. C'était en 2019 ou 2020. 2019, et vous dites à la fin, oui, vous posez la question, savoir si c'est une procédure réversible ou irréversible. Mais en fait, dans la chirurgie, c'est quasiment toujours irréversible, non ? Non, pas toujours. Oui, souvent quand même, parce que dès qu'on passe la barrière cutanée avec un scalpel, c'est sûr qu'on a une rançon, ne serait-ce que cicatricielle, voilà. Mais il y a des procédures, il faut savoir où est-ce qu'elles nous emmènent. Il y a des procédures qui sont réversibles. Par exemple, vous voulez des prothèses mammaires, vous voulez une petite augmentation mammaire, vous voulez mettre des prothèses. On peut enlever les prothèses, donc on peut revenir en arrière. Mais quand on revient en arrière, est-ce qu'on est comme avant ou est-ce qu'il va y avoir autre chose ? Non, on ne va pas être exactement comme avant parce que la peau ne va pas se rétracter. Donc ça va avoir comme conséquence que peut-être il faudra réparer différemment, etc. Donc c'est tout ça qu'il faut envisager avant de faire un geste chirurgical. Bien sûr, la chirurgie, le plus souvent, n'est pas réversible. Mais par exemple, si par exemple on injecte de la graisse pour donner du volume aux fesses ou aux seins, par exemple, on peut imaginer une procédure pour les réduire après. Donc on peut revenir en arrière. Mais à quel prix ? C'est ça toute la question. La question de la séquelle. Quel prix symbolique et psychologique aussi, parce que finalement, ce retour en arrière peut être le signe d'une défaite ou d'une... Peut-être, oui, ça peut, mais pas toujours. Ça peut être aussi juste un changement de chapitre dans une histoire. C'est-à-dire qu'on passe à autre chose. Je voudrais vous poser à tous les trois la question finalement de ces 4 jours là, sur l'identité, puisque il s'agit de ça. Et donc, au travers de toutes ces métamorphoses plus ou moins dangereuses ou plus ou moins réversibles, plus ou moins importantes, finalement, est-ce que le fait de bricoler avec son corps est justement une preuve d'identité, finalement, de son identité, ou est-ce que, au contraire, c'est l'idée de la cacher
Est-ce- Disons que le corps est devenu une fabrique d'identité, en tous les cas, ou une fabrique du sentiment d'identité, parce que l'identité est toujours un sentiment, évidemment, il est variable au fil du temps, on n'est pas la même personne selon le temps qui passe, et même pas forcément la même personne devant différents interlocuteurs. Donc le corps est devenu finalement, je l'ai dit tout à l'heure, une sorte de matière première de la fabrique de soi, dans ce contexte de cette espèce de narcissisme de masse qui caractérise le monde d'aujourd'hui. Il n'y a plus d'interdits, où il y a plutôt des interdits par rapport au corps. Je mets un petit tiret entre inter et dit, hein, c'est-à-dire ce qu'on peut faire ensemble, même s'il y a peut-être un certain nombre encore de réprobations, comme il y en a un tout petit peu par rapport au tatouage, il y en a un tout petit peu par rapport à la chirurgie esthétique encore qui demeure. Mais en tous les cas, le corps est devenu maintenant effectivement une manière de se fabriquer un sentiment d'identité au regard des autres et au regard de soi-même. Sachant que dans la chirurgie, il y a aussi les changements de sexe. Oui. Justement, oui, non, mais que nous n'avons pas abordé ici, mais je crois que ça fera l'objet d'autres débats, mais qu'on peut aussi citer. Ça fait partie de la même logique, de la même anthropologique, pourrait-on dire, de mettre son corps à la hauteur de ses désirs, à la hauteur du souhait qu'on a de se montrer aux autres. Voilà. En ce sens, d'ailleurs, le dualisme d'aujourd'hui, je l'ai souvent dit, n'oppose plus le corps et l'âme ou l'esprit, mais l'individu à son propre corps. D'où le fait qu'on dit mon corps, son corps, comme si nos corps se promenaient tout seuls dans la nature, alors que nous n'existons pas en tant que nous sommes notre corps, ça fondamentalement. Mais en même temps, nous sommes des sujets, nous sommes des individus. Oui, mais celui qui décide et le corps qui reçoit, c'est pas tout à fait la même personne. Le dualisme, je sais que la plupart des intellectuels essayent de le combattre, mais il existe quand même au moment de la décision, non, au moment du... Oui, mais c'est le rapport au miroir plutôt là. Voilà. C'est moins un rapport au corps, entre guillemets, qu'un rapport au miroir. Je me vois dans le miroir, je ne me reconnais pas. Je veux essayer de me rapprocher de l'image idéale que j'ai de moi-même. Et aujourd'hui, plein de techniques le permettent, en effet, même de changer de sexe, et même à la limite d'être dans une espèce de nomadisme du corps, en n'étant ni homme ni femme, en faisant des collages assez fascinants qu'on n'avait jamais vus dans l'histoire. Marc ? Oui, je ne vois pas du tout le corps comme une marchandise ou comme une galerie d'art. Enfin, j'avais vu une phrase utilisée par un tatoueur, c'était « Votre corps vous appartient ». Et c'est essentiel. Chacun fait ce qu'il veut de son corps. Et je crois qu'on est enfermé effectivement dans un vieux principe judéo-chrétien, parce que la Bible disait que Dieu nous avait créés à son image, et donc le corps devenait intouchable. On est comme ça, on doit rester comme ça, et ne surtout pas toucher à son corps parce qu'il est à l'image de Dieu. Et alors que ça me semble être un principe fondamental d'avoir cette liberté de le modifier. Enfin voilà, quelqu'un va vouloir porter une moustache, une barbe. Alors c'est pas irréversible, mais il y a cette dimension esthétique que chacun se choisit, se construit, et se construit une identité dans le regard des autres, quoi. Donc voilà, oui, non, c'était juste pour souligner ce principe qui me paraît essentiel de choisir un esthétisme personnel. Alors, sur le fait de ne plus vouloir ressembler à ses parents, comme le disait David, paradoxalement, moi, j'ai beaucoup de gens qui me demandent de signer un hommage à leurs parents ou à un être disparu. Après, il y a aussi de l'humour. Parfois, il y a des gens qui assument un défaut. J'ai vu quelqu'un qui avait une tache de vin et qui a demandé de lui tatouer un verre de vin renversé, quoi. Pour donner l'illusion que le vin se répandait. Et ça, quelque part, c'est des défauts assumés ou soulignés. Et je trouve ça marrant aussi. Enfin, il y a aussi beaucoup d'humour chez les personnes tatouées. Ouais. Peut-être un peu moins d'humour dans la chirurgie esthétique, non ? Un peu moins. Juste pour faire une petite remarque sur
la notion judéo-chrétienne. Il y a un texte qui est vraiment très intéressant du pape Pie IX, je crois, 1958, qui fait l'éloge de la chirurgie esthétique et qui dit que justement le chirurgien esthétique, le chirurgien plasticien qui va embellir le corps, qui va réparer le corps, et finalement il fait œuvre à Dieu, puisque si on a été créé à l'image de Dieu, c'est lui rendre hommage que de l'embellir sans cesse. J'ai retrouvé ça aussi. Je cherchais, c'est l'interdiction du tatouage, elle remonte à Constantin, l'empereur Constantin. Alors lui, il a fait beaucoup d'interdictions et de changements dans l'Église catholique. Donc c'est pas très vieux. Et les premiers chrétiens, visiblement, il y en avait qui étaient tatoués, qui se faisaient tatouer le poisson, hein, qui faisait référence à Jésus-Christ. Et j'ai retrouvé aussi donc c'est ictus, hein, le symbole du poisson. Et les croisés aussi étaient reconnus sur les champs de bataille, et ils avaient souvent une croix tatouée, ce qui leur offrait une sépulture en terre sacrée. Donc c'est assez tardif l'interdiction finalement du tatouage. Oui. Le contexte de guerre est un peu différent. On retrouve ça aussi chez les militaires américains ou autres. C'est la volonté d'être enterré chez soi, entre guillemets, ou en tous les cas avec les croyances qui sont propres. Parce que quand même à l'époque des croisades, le tatouage restait assez réprouvé dans l'univers des monothéismes. En tout cas, la chirurgie esthétique, elle a été, au cours du XXe siècle, un acteur majeur de la mise en place de l'aspect juridique de l'atteinte à l'intégrité corporelle. Parce que justement, on s'est posé la question à ce moment-là, est-ce qu'on a le droit, est-ce que c'est légitime de toucher au corps ? Et notamment le chirurgien, hein, je rappelle que toute autre personne qu'un chirurgien qui prend un couteau et qui l'enfonce à travers la peau est en prison. Donc on a une tolérance particulière du fait d'une formation, d'un diplôme et puis bien sûr d'un but qui est celui de soigner, mais est-ce qu'on a le droit de traverser la peau de quelqu'un simplement pour l'embellir et pour quelque chose qui peut paraître, qui a pu paraître futile, superficiel. Donc ça a été un gros débat juridique en France, qui est toujours en cours d'ailleurs. Hein, ça a commencé en 1929 et on a eu des éléments de réponse dans les années 90 avec les lois de bioéthique de 1994, pas avant. Mais on peut imaginer qu'en France, la loi est relativement observée, mais est-ce qu'elle l'est on peut imaginer que d'autres demandes vont être adressées à des chirurgiens un peu plus périphériques, je ne sais pas, en Amérique du Sud ou ailleurs. Chaque territoire est responsable de sa législation, bien sûr. Donc après, c'est comme tout. C'est pas propre Camille, à la chirurgie esthétique. Camille, est-ce que nous avons des questions dans la salle ? Alors, on parlait d'intégrité, justement. Vous disiez en quoi c'était le berceau de la législation autour de la question de l'intégrité corporelle. Alors, justement, est-ce que, aux deux praticiens en particulier, mais vous pouvez avoir un avis aussi, est-ce que vous avez la sensation ou l'intention d'être acteur du passage du culte de l'image au vrai processus identitaire, on pourrait dire ? C'est-à-dire, est-ce que vous avez la sensation comme ça parfois de permettre à quelqu'un de passer d'une logique très consommatrice à quelque chose de plus identitaire, peut-être ? Est-ce que c'est une question que vous vous posez ou pas ? Alors, moi, très sincèrement, dans ma pratique, je n'ai pas accès à des patients qui ont une logique consommatrice. Oui. La consommation, encore une fois, c'est rarement la chirurgie, sauf dans des cas très particuliers. Parce que pour avoir envie de se faire endormir, d'avoir une incision dans la peau, des pansements, d'avoir des suites opératoires, en général, la plupart des gens, c'est mûrement réfléchi et parfois depuis très longtemps, avant de passer le cap. Il y a un tournant, c'est dans les pratiques de transformation corporelle qui sont médicales avec les injections d'acide hyaluronique qui donnent du volume au visage ou qui peuvent donner du volume sur d'autres parties du corps. Là, c'est facile, c'est au cabinet, c'est pas seulement le chirurgien, c'est aussi le médecin généraliste ou le dermatologue, parfois les esthéticiennes dans certains pays ou en France de manière pas très légale. Donc, c'est un petit peu
on peut avoir cette question de la consommation plus dans des procédures qui sont faciles à faire, entre Oui, ou guillemets. plus légère. Il Oui. suffit de passer une aiguille à travers la peau et d'appuyer sur un piston, ça tout le monde peut le faire. Donc, j'ai pas cette sensation-là Dans votre dans le pratique à monde vous, ouais. de la chirurgie. Et c'est toujours important, surtout dans les médias, la confusion est toujours un peu... On parle toujours de la chirurgie et c'est souvent... Les articles ne sont pas des articles sur la chirurgie, mais sur des procédures médicales. Et c'est quand même pas du tout le même contexte et pas du tout les mêmes implications. Merci de repréciser, redifférencier. Et du côté des tatoueurs, alors comment... Oui, j'ai parfois l'impression d'accompagner une transition. Ouais, ouais. Il y a quelque chose de l'ordre du rite initiatique chez certains. Hein, c'est surtout le client qui le ressent de cette façon-là. Et du coup, ça met une pression. Effectivement, il faut vraiment, vraiment coller à son désir, à son souhait esthétique. Mais oui, pendant longtemps aussi, ça marquait le passage à l'âge adulte dans pas mal de peuples. Et alors, ce passage-là, en plus, il est marqué par une douleur toute relative. Hein. Il y a une légende urbaine qui exagère la douleur du tatouage et ça m'agace très souvent parce que c'est très léger. Hein. On reste dans l'épiderme. C'est 1 millimètre, 1 millimètre et demi. Une petite aiguille. Ça fait moins mal qu'un vaccin. Et cette question de l'intégrité du coup corporelle, elle ne se pose pas pour vous? Vous n'avez jamais eu rencontré de cas où vraiment vous auriez pu atteindre la limite de votre éthique ou de ce qui... Alors si vous parliez tout à l'heure de croix gammée, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient justifier aussi Si, j'invite les clients à bien réfléchir. Je citais, quand on me demande un tatouage sur le visage, oui. Alors là, on rejoint la question de l'identité. Le visage est très important dans une identité. Et là, moi, je ne le pratique pas, le tatouage sur le visage, et je mets en garde, surtout quand ce sont des jeunes, je leur dis, vous ne savez pas de quoi votre vie sera faite, quel métier vous allez vouloir. Est-ce qu'il y a des milieux dans lesquels ce sera rejeté, mal vu? Voilà, c'est une question vraiment importante. Merci. Donc il y a quand même une morale, oui. Oui. En tout cas, la vôtre, la sienne, à chaque fois à redéfinir. Une autre question qui portait sur l'évolution des demandes et peut-être même la répartition alors plus sur les actes chirurgicaux, en essayant de sortir de la confusion au maximum. Donc, quelle est la nature est-ce qu'il y a une évolution dans la nature des actes demandés, notamment aussi avec les changements de sexe, peut-être, des choses comme ça en ce moment? Est-ce qu'il y en a une d'évolution? Et est-ce que les demandes sont genrées? C'est une question qui a été posée. C'est-à-dire plus de demandes de femmes que d'hommes, par exemple. Et si oui, à quoi vous le liez? La pression sociale. Non, oui, il y a plus de demandes féminines, mais il y a quand même beaucoup d'hommes, mais il y a plus de demandes féminines proportionnellement. À quoi je le lis? Peut-être, je ne sais pas. Non, je ne sais pas à quoi je le lis. C'est sûr, l'histoire d'une femme, c'est une histoire de métamorphose, hein, entre l'enfance, la puberté, l'âge adulte, la ménopause. Le corps d'une femme, ça se transforme en permanence, et de cette transformation, elle est parfois douloureuse, parce que quand on a eu ses enfants, on est dans une joie immense, et puis après le temps passe, et les séquelles d'un accouchement, on a peut-être envie de les réparer quand on recommence à penser à soi. Le vieillissement pour une femme, on aura beau dire ce qu'on veut, ça n'a pas les mêmes implications sociales que pour un homme, en tout cas pas dans la même mesure. Donc bien sûr qu'il y a une demande de rajeunissement au niveau du visage, ou en tout cas de prévention déjà dans un premier temps, et puis ensuite de correction des séquelles du vieillissement. On va vers des procédures de moins en moins agressives, de moins en moins invasives. Les gens ne veulent plus des suites opératoires comme on avait il y a 30 ans, où on restait un mois enfermé chez soi, tout bleu et tout gonflé. Donc nous, on sélectionne et on a la chance de vivre une époque aussi formidable, des techniques qui sont de moins en moins agressives, ouais. Qui pour la plupart sont en chirurgie ambulatoire. On arrive le matin, on repart le soir. Donc il y a toute cette évolution technique qui a accompagné le geste chirurgical. Les prothèses
prothèses mammaires qui étaient très à la mode pendant toutes ces années n'ont plus le vent en poupe. Maintenant, on fait des choses beaucoup plus naturelles. On injecte de la graisse dans les seins. Ça donne des résultats plus durables, plus naturels, sans implant étranger. Voilà, il y a une demande de moins en moins de corps étrangers dans le corps. Et de plus en plus de prévention, parce qu'on a la chance aussi d'être... alors, il y a une petite histoire que je ne peux pas m'empêcher de raconter, que j'aime beaucoup dans l'histoire de la chirurgie esthétique, c'est que la graisse, c'est un tissu qui a toujours été malmené, c'est le parent pauvre des tissus du corps, on lipoaspire, on jette la graisse, on méprise la graisse à travers les décennies, et aujourd'hui, on découvre que dans la graisse, il y a des cellules souches et qu'elles sont régénérantes et qu'on peut les sélectionner, les utiliser pour régénérer les autres cellules du corps, et la graisse devient le tissu le plus précieux de votre corps. Donc ça, c'est voilà. C'est Gilles Boeuf qui serait content d'entendre aussi. Voilà pour les questions, oui. Et plus de femmes, plus de demandes Plus de de femmes chez vous. Oui. D'accord. Ah ouais, D'accord. je pense 70% des clients sont des femmes. D'accord. Et pour une petite anecdote comme ça, j'ai eu une dame il y a quelques mois qui était venue me voir à 80 ans. Oui. Elle m'a dit mon mari n'a jamais voulu que je me fasse tatouer, il est mort, je viens de me faire tatouer. et là, on est en plein dans l'identité et la propriété de son propre corps. Voilà, elle découvrait enfin sa propre identité et sa propre appartenance. Redevenir propriétaire de soi-même. Très bien, peut-être du coup un mot pour conclure ou... Voilà, on arrive à la fin et donc ce temps. Peut-être conclure, puisque vous repartez pour Paris bientôt. Oui. Je crois d'abord Ou pour Strasbourg plutôt, puisque vous êtes professeur à Strasbourg. En fait, je vais à Nantes. Je suis obligé de faire un détour. Non, je crois qu'il ne faut jamais conclure d'abord, mais toujours ouvrir. Donc on est dans un monde en effet qui change, et je pense que les interventions sur le corps ne vont que se multiplier. On aura sans doute dans les décennies à venir des corps de plus en plus insolites au regard d'aujourd'hui, en tous les cas. Un peu comme on les voyait, on imaginait déjà par des cinéastes comme Ridley Scott, par exemple, dans Blade Runner, où les personnages sont presque animalisés n'étant pas un bon terme, mais en tous les cas où on voit qu'il y a d'innombrables formes d'humanité. Je pense qu'on va vers ça. Donc voilà, ce serait plutôt moi mon ouverture. Alors, merci beaucoup. Et je vous invite d'ailleurs demain à retrouver Thérèse Awada sur ce thème justement de l'homme augmenté, enfin de l'humain augmenté et du transhumanisme à Cap Science à 15h. Donc vous êtes les bienvenus si vous voulez continuer sur ce chemin. Et donc je remercie nos 3 intervenants. Et notamment, vous pourrez retrouver les livres de Marc Large et de David Le Breton à la sortie. Et puis retrouver notre docteur demain à Cap Science. Merci beaucoup à tous. Merci. Voilà, donc un petit mot juste de la fin pour vous donner rendez-vous ici demain à 10h, avec là aussi encore des tables rondes autour de l'Ukraine, autour du citoyen qui est encore ou non un animal politique. On aura une rencontre aussi avec les coulisses de l'histoire de Pierre Urmic avec Bordeaux, sa ville. La Garonne a-t-elle des droits? C'est une autre thématique de l'après-midi. L'identité religieuse dans la société, notre société laïque. Et puis une pépite à 16h, une autre. Alors à 15h, il faudra que vous soyez à Cap Science, et à 16h, vous revenez ici pour Jean-Pierre Bibring, voilà, astrophysicien. Et on terminera avec cette question qui n'en est pas une selon lui, seul dans l'univers. Point. Sans point d'interrogation. À demain et bonne soirée. Bon. On ne demande plus au public. Pourquoi? Vous demanderez à Jean-Pierre. Vous demanderez à Jean-Pierre, tu quoi?